rejoindre. De toute façon, le webinaire est enregistré, on le diffusera, sur la plateforme Cyclope, très prochainement. Donc, soit les retardataires, soit ceux qui n'ont pas pu assister finalement pourront accéder à ces informations, à ce webinaire en replay, très prochainement. Merci à tous d'être présents, intervenants et puis auditeurs pour, venir, entendre, la bonne parole, sur l'économie circulaire et comment l'économie circulaire et la filière plastique interagissent, pour dessiner ensemble un nouveau modèle d'économie circulaire. On va passer 1 heure et demie ensemble cet après-midi, hein. C'est le dernier, webinaire, thématique de ce forum, économie circulaire qui a démarré hier avec une session en présentiel à Montpellier et qui donc va s'achever, par ce dernier webinaire. Un grand nombre de webinaires thématiques ont été conduits avec plein de témoignages. De la même manière que celui-ci, ils seront tous, disponibles en replay sur la plateforme Cyclope prochainement, donc pour ceux qui voudront les reprendre, il n'y a pas de souci. Bon, on rentre dans le vif du sujet maintenant sur le plastique. On a un programme très riche. Avant, les petites précautions d'usage, mais que je pense vous connaissez tous par cœur. Quand j'interviens pas, je coupe ma caméra, mon micro pour pas surcharger les flux et pour éviter les bruits intempestifs. On pose les questions, tout au long des interventions via le chat et on a programmé, 2 temps de questions-réponses où on pourra vous proposer de prendre la main, ouvrir le micro et la caméra pour poser vos questions en direct. Voilà, pour le chat, donc je pense de la même manière, vous avez l'habitude, la petite bulle tout en haut. Alors tout en haut ou tout en bas, c'est selon. Vous accédez par là, vous posez vos questions et puis soit on vous répond directement dans le cours, de la discussion, soit effectivement on reportera la question, auprès de nos intervenants. Allez, et beh, je me suis pas présenté, donc je vais commencer par ça, hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Benoît Thierry de la région, Occitanie. Je travaille, au sein du service déchets économie circulaire, donc pour la promotion, du modèle, d'économie circulaire en Occitanie. Donc essayer d'animer toute une démarche, une dynamique auprès de nos acteurs. On a une équipe de 6 chargés de projet qui essaie de couvrir l'ensemble du territoire des 13 départements de la région pour aider tout type d'acteurs, donc des acteurs privés, des acteurs publics à s'impliquer dans cette transition vers l'économie circulaire et donc en partenariat avec tout plein d'acteurs, notamment l'ADEME qui est représenté à ce webinaire et également donc du coup Sarah qui va prendre la parole juste après. Je suis là aussi sur ce sujet plastique parce que la région a, voté il y a maintenant 1 an une stratégie dédiée au plastique. Vous avez sur le diaporama, normalement que vous voyez j'espère, les axes stratégiques de ce plan plastique autour de l'ambition du zéro déchet plastique enfoui à l'horizon 2030, donc des axes autour de la lutte, la transition vers moins ou plus de zéro plastique à usage unique, la lutte contre le zéro plastique dans l'environnement et pour les plastiques qui sont malgré tout, produits et qui deviennent déchets, hein, une ambition de 80 de plastique, recyclé. Comment développer massivement le recyclage de ces matières ou à défaut, en tirer donc un intérêt au niveau énergie. Voilà. Donc voilà, je te laisse la main, Sarah, te présenter. Oui, bonjour Thierry, Benoît, bonjour à tous. Du coup, je vais co-animer avec Benoît l'atelier d'aujourd'hui. Donc, je serai notamment chargée de poser les questions qui vont arriver dans le chat aux intervenants. Donc, voilà, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de vos interventions. Et donc, je co-anime cet atelier aujourd'hui parce que donc, je suis chargée de mission à l'Ordéco qui est l'Observatoire des déchets et de l'économie circulaire d'Occitanie. Et donc, on est notamment missionné par la région et l'ADEME cette année pour mener une étude sur la filière des déchets plastiques. Je ne sais pas, Benoît, si tu peux peut-être passer à la slide d'après. Voilà, merci. C'est une slide un peu chargée, mais je ne vais pas m'attarder sur le sujet.
juste pour vous présenter donc cette étude qui a été menée en 2021 et qui est en train d'arriver à sa fin. L'objectif aujourd'hui, c'est pas de vous présenter les résultats de l'étude puisque ça, ce sera fait fin janvier. Mais c'était voilà pour vous expliquer que donc on a mené une étude à la demande de l'ADEME, de la région Occitanie et en partenariat notamment avec Fédérec, avec Citeo. Et c'est une étude qu'on a menée, nous, à l'Ordre des Fois, en partenariat avec Olivier. Allô? Ouais, Sébastien? Ouais, ça va et toi? Excusez-moi, il y a une personne qui a Ouais. son micro ouvert. Si vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît. Oui. Merci. Ok, c'est bon, oui. Vous pouvez tous fermer vos micros, s'il vous plaît. Autrement, je vais le faire moi-même. Voilà, c'est bon, Sarah? A priori, c'est bon, tu peux y retourner. Ok, merci. Oui, du coup, je disais, donc c'est une étude qu'on a menée en partenariat avec Polivia. Et donc, en fait, je vous ai fait une petite slide sur laquelle vous voyez en fait la boucle de tous les acteurs qui interviennent dans la production et la gestion de déchets plastiques. Et donc, l'étude, on s'est concentré, donc, nous, à l'Ordeco, sur la partie déchets. Donc avec une estimation du gisement, donc de la quantité de déchets plastiques qu'on produit chaque année en Occitanie, que ce soit les ménages comme les entreprises. Et ensuite, on a mené deux enquêtes au sein de cette étude. Donc, c'est les deux carrés que vous voyez à gauche. Une enquête auprès des centres de tri de la région, puisque ce sont des acteurs incontournables dans la chaîne du recyclage, puisque c'est eux qui récupèrent les déchets, donc que ce soit de la collecte sélective des ménages ou les déchets des entreprises, et qui permettent de les trier et d'envoyer ensuite vers des filières de recyclage. Donc, on les a interrogés pour savoir quelle quantité de plastique ils triaient chaque année et quelle filière de recyclage ils utilisaient ensuite pour essayer d'avoir un panorama un peu global et voir si les déchets plastiques sont plutôt recyclés dans la région en France ou alors ailleurs en Europe. Et on a également enquêté les recycleurs de plastique de la région Occitanie. Donc, on n'est pas la région de France avec le plus de recycleurs régénérateurs, mais on a quand même recensé donc des acteurs et qui nous ont donc communiqué les résines plastiques qu'ils recyclent et d'où est-ce qu'elles proviennent géographiquement. Voilà, et donc au sein de cette même étude, Polivia s'est quant à lui intéressé aux plasturgistes, donc pour savoir donc les entreprises qui produisent les objets et la matière plastique, savoir quels étaient les plasturgistes qui aujourd'hui en Occitanie intègrent dans leur processus de fabrication des matières premières issues du recyclage des plastiques. Donc voilà, c'est pour ça la boucle. Et quelles sont les entreprises qui pourraient être amenées par la suite à intégrer des MPR dans leur process. Et donc, Polivia a notamment mené toute une phase d'accompagnement de ces entreprises-là pour qu'elles puissent candidater à l'appel à projet Orplast, qui est donc l'appel à projet de l'ADEME pour intégrer les matières premières issues du recyclage du plastique. Voilà pour la présentation de cette étude. N'hésitez pas si vous avez des questions, mais voilà, ce n'est pas l'objet de l'atelier aujourd'hui. L'atelier d'aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous parler de plastique et d'économie circulaire. Et je vais peut-être te laisser la parole, Benoît, pour présenter les intervenants d'aujourd'hui. Ok, merci Sarah. Donc effectivement, merci d'avoir développé. Là, on est vraiment sur le secteur dur de la collecte déchets plastiques, de sa préparation et de son recyclage. Donc vraiment l'axe recyclage. Mais l'économie circulaire, c'est pas que du recyclage, c'est toute une boucle que vous connaissez sur laquelle on va revenir. Et les différents intervenants vous permettent justement d'illustrer comment on peut faire dans tout secteur de l'économie circulaire avec le plastique. Donc, une diversité d'acteurs que je vous présente très rapidement, hein. Une société, enfin un porteur de projet, Loopit, qui est installé à Montpellier et qui nous parlera un petit peu de sa solution de substitution au plastique à usage unique qu'on évoquait tout à l'heure. La société Ventosol qui va nous parler d'une solution assez originale en termes de réutilisation d'objets plastiques. Vous verrez, c'est assez surprenant.
également. Même chose également avec la société Interlock qui réutilise des objets tout ou partiellement en plastique pour en détourner les usages et faire de nouveaux objets. Et puis après, donc on retourne sur le sujet recyclage avec un acteur qui est en train de monter à la fois en compétences et en volume d'activité sur la collecte et la préparation du plastique en vue de son recyclage. Une autre utilisation, alors je ne sais pas du coup parce qu'il n'était pas sûr, j'ai pas vu dans la liste des présents. Peut-être qu'on zappera, mais c'est intéressant. On vous passera une info s'il n'est pas là pour témoigner. La société Yuyo je vais pas spoiler, mais qui produit des planches de surf en utilisant du plastique recyclé également. Et Madame Sebron de la société Site Plastique qui viendra présenter son expérience en tant qu'industriel cette fois-ci dans l'intégration des matières premières de recyclage avec ses difficultés, ses freins et puis les opportunités qui existent en ce moment. Voilà, je vais vite faire la transition et passer la main à Clémence, hein, si tu veux bien prendre la parole. Elle est à toi. D'accord, bah, merci, bonjour tout le monde et merci de m'avoir convié pour ce webinaire. Donc du coup, Benoît, c'est toi qui passes les slides, c'est ça? Que dit. Oui, ok, Oui. Ça marche. On peut directement passer à cette slide-là. Donc en fait, voilà, moi je suis cofondatrice de Goupit. On est une start-up montpelliéraine qui a été créée en 2019 et on intervient donc dans le réemploi dans la restauration. Alors en fait, notre activité, elle a démarré d'un constat très simple. C'est l'explosion des déchets d'emballage dans la restauration. Et déjà, on avait ce constat donc, avant de créer la société, donc déjà en 2018. Et je peux vous dire qu'avec le Covid, ça ne s'est pas amélioré. Donc, en fait, il faut se rendre compte que par an, par exemple, on met l'équivalent du poids de 22 tours Eiffel d'emballage jetable à la poubelle dans la restauration en France. Donc, c'est assez colossal. Donc ça, c'est vraiment, ça nous a alertés et de là est né en fait le besoin de sortir du taux jetable. Ça, c'était notre vision, c'est que c'était plus possible. Il fallait changer cette boucle infernale du j'achète, je consomme, je jette. Et pour ça, en fait, on a l'habitude de boucler les tours. En fait, il fallait changer les habitudes de consommation. Et en fait, pour avoir de l'impact, il fallait que ça soit quelque chose qui ne soit pas de niche, mais qui soit accessible vraiment au plus grand nombre. Parce qu'en fait, sinon, on ne voulait pas quelque chose qui soit réservé à un petit groupe. Alors, notre solution, elle a été simple, en fait, c'est de justement proposer une alternative aux emballages jetables. Je ne parle pas que aux emballages plastiques jetables, mais aux boîtes en carton, enfin tout ce qui est jetable dans la restauration, en remettant au goût du jour quelque chose que nos grands-parents ont bien connu, c'était tout simplement la consigne et d'utiliser des contenants qui soient réutilisables, donc lavables, et consignés pour inciter le retour. Et le but, donc sur la métropole de Montpellier, c'est de travailler en réseau avec un ensemble de restaurants qui s'engagent avec nous pour vraiment faciliter le retour. Parce qu'en fait, réutiliser, faut que ça rentre dans la boucle, sinon c'est de l'achat de contenants. Et là, c'est pas quelque chose qui va nous intéresser, c'est pas notre métier. Donc en fait, voilà, nous, l'objet de ce webinaire, c'est justement l'utilisation du plastique dans l'économie circulaire. Pour mettre en place notre solution, nous, on a sourcé des contenants en Suisse, des contenants qui sont aujourd'hui utilisés pour le réemploi dans la restauration à grande échelle, à l'échelle nationale en Suisse, hein, puisqu'il y a au moins 2000 points de vente qui utilisent ces contenants, et donc qui sont en plastique, mais donc, ils sont un mélange, donc le corps de ces contenants, c'est un mélange de polybutylène terephthalate et de fibres de verre, qui en fait des contenants vraiment très résistants, et c'était tout leur intérêt. Le couvercle est en polypropylène. Et en fait, avec la restauration, on avait pas mal de contraintes. Et que cochent ces contenants, c'est qu'ils sont hermétiques, ils passent au micro-ondes, ils sont empilables, donc ils prennent peu de place dans la cuisine des restaurants, parce que ça faisait partie d'une des contraintes aussi, c'est que les restaurants, surtout en cœur de ville, ils n'ont pas masse de place. Donc ça faisait partie des contraintes auxquelles ça répondait.
Bon, ils sont nécessairement aptes au contact alimentaire, mais ça, c'est même pas discutable. Ils sont donc très résistants de par cet alliage PBT fibre de verre, inodores, c'est-à-dire que ça sent pas le plastique. C'est assez courant comme remarque quand on prend un contenant un peu plus dans une autre matière. Et la fabrication en Suisse, donc qui n'est vraiment pas si loin, voilà, tous ces points-là, tous ces critères-là nous ont séduits, nous ont conduits à acheter ces contenants. Et donc, avec ces contenants, on a mis en place des boucles. Alors, je dis des boucles parce qu'on va avoir une boucle grand public, qui est la boucle de réutilisation entre le restaurant et le consommateur. Donc, nous, on donne nos contenants sont chez les restaurants et après, le consommateur emprunte les contenants, déjeune et après, a la possibilité soit de rendre son contenant, soit après, il le fait remplir et il réutilise. Donc ça va être la boucle de réutilisation grand public. Et après, on a une deuxième boucle qui est une boucle un peu plus off, c'est la boucle logistique où on va voir la collecte des contenants sales, le lavage et la redistribution au restaurant. Et il faut savoir que nous, on s'attaque à la restauration, ce que j'appelle restauration nomade. Donc, dedans, j'entends la restauration à emporter, mais également la restauration livrée. Et nous, à Montpellier, on a un partenariat avec la coopérative Les Coursiers Montpelliérains. Je ne sais pas si vous connaissez, donc il y a une coopérative locale de coursiers à vélo qui est un peu le pendant éthique et écologique de Uber Eats, pour ne pas citer. Et donc, le consommateur a la possibilité de faire des livraisons zéro déchet. Donc, c'est toujours avec nos contenants. Et voilà, on vient le livrer directement chez lui. Donc, voilà, en fait, l'économie circulaire qu'on a mis en place sur le marché, sur la métropole de Montpellier. Alors, bien sûr, on rencontre des freins dans notre activité. Voilà, on a un concept qui plaît énormément. Néanmoins, il faut savoir qu'en fait, pour la restauration, la réglementation, elle est non contraignante. C'est-à-dire, excusez-nous, est-ce que vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît? Merci. Merci. C'est-à-dire qu'en fait, ni les restaurants ni du coup les consommateurs ne sont obligés de prendre du réutilisable quand ils prennent à emporter ou en livraison. C'est pas comme les sacs plastiques dans les supermarchés comme il y a eu en 2016. Là, aujourd'hui, il n'y a rien qui. C'est vrai que ça ne facilite pas une mise en place rapide de ce système de réemploi et de consigne. Il faut savoir que les deadlines sont assez éloignées. Par exemple, dans la restauration, le jetable sera interdit en janvier 2023 pour la consommation sur place. Donc, ça concerne majoritairement les fast-foods qui donnent autant du jetable quand on emporte mais quand on mange sur place. Et donc ça, c'est donc sur place, janvier 2023, interdiction du jetable dans les fast-foods. Et après, on a des objectifs d'emballage réemployé dans la restauration qui sont de 5% en 2023 et 10% en 2027. Donc, on y va, mais ça reste très progressif. Donc, en fait, pour agrandir le réseau, on n'a pas trop de poids, de pression réglementaire. Et puis après, il faut savoir que le Covid a pas mal fragilisé le secteur de la restauration, ce qui fait que du point de vue restaurant, ils ont pas mal de problématiques en tête et puis l'écologie n'est pas forcément la priorité numéro 1. Donc, ce qui facilite pas l'implémentation de notre solution. Et c'est là où la collectivité a besoin de nous donner son appui en fait et d'aider les restaurants à faire appel à des solutions comme Loopit en fait parce qu'effectivement financièrement c'est un peu compliqué pour la restauration. Un autre frein qu'on rencontre là plus de la part des consommateurs, ça va être un petit peu, le terme est un peu fort, mais la diabolisation du plastique. Voilà, le plastique c'est quand même fantastique, mais il y a quand même une crainte du public, notamment pour le plastique qu'on utilise dans l'alimentaire, les perturbateurs endocriniens, le BPA, enfin voilà, il y a pas mal de choses comme ça qui ressort et où il faut rassurer les gens. Il faut s'assurer aussi de la bonne conformité de nos contenants, mais il faut rassurer pas mal les gens.
et ce qui fait que certains ne souhaitent pas, en tout cas, adopter des contenants qui sont en plastique pour leur repas. Et un dernier point, du coup, qui découle un peu des freins, en tout cas, qui découlent de la matière plastique et de la problématique qu'on peut rencontrer aussi avec, ça va être le matériau en lui-même, en fait, parce que je vous ai dit tous les avantages qu'on a à utiliser les contenants en plastique aujourd'hui, ceux qu'on utilise. Par contre, par exemple, on n'a pas de contenant plastique purement transparent, ce qui est pourtant très demandé par les restaurateurs, notamment quand ils préemballent et que du coup ils mettent dans des vitrines et on a besoin de voir la couleur, la fraîcheur, la beauté de leur plat. Et là aujourd'hui on ne peut pas leur apporter ça. Il aurait fallu à la rigueur avoir des contenants tritans pour avoir une vraie transparence, mais c'est pas le cas aujourd'hui. On n'a pas sourcé et c'est plus compliqué. Et après on a une problématique de fragilité aux rayures. Parce que nous, donc, on déconseille de manger dans nos lunchbox avec des couverts en métal, notamment de couper avec un couteau, parce qu'en fait, ça entraîne des rayures. Et nous, ça nous oblige à sortir les contenants de la boucle, en fait. Donc, quand on voit des contenants rayés, quand on les récupère, ils sont abîmés, on les sort de la boucle parce qu'en fait, il y a deux problèmes. Rayures, il y a le problème bactériaux, en fait. Dans une rayure, on va pouvoir avoir potentiellement un problème de contamination parce que plus dur à laver. Et puis, il y a aussi le problème des microplastiques, qui dit rayé, c'est-à-dire qu'on a enlevé un petit peu de plastique. Et au final, si on ne les sort pas et qu'on les laisse dans la boucle, les gens risquent d'ingérer des microplastiques. Et voilà, ça, c'est vraiment pas terrible. Et ça me permet donc de rebondir sur les enjeux, parce que donc ces contenants qu'on sort de la boucle, il leur faut une filière de recyclage, parce que maintenant qu'ils sont abîmés, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, il faut savoir que nous, notre fournisseur récupère les contenants, donc corps et couvercles qui sont abîmés. Voilà, on attend d'en avoir une certaine quantité. Pour info, on n'a pas récupéré, on n'a pas sorti de la boucle suffisamment de contenants pour les renvoyer aux fournisseurs. Donc, voilà, ça montre aussi la qualité des contenants, mais voilà, il les reprend. Pour l'instant, il y a une filière pour les couvercles en PP qui deviennent, qui par contre complètement de l'alimentaire parce que ça devient des entretoises pour des constructions en béton. Donc, ça part dans le BTP. Ça devient des toutes petites pièces parce qu'en fait, c'est très compliqué de réutiliser. Aujourd'hui, c'est pas possible de réutiliser pour refaire des contenants. La réglementation est assez contraignante là-dessus. Mais aujourd'hui, pour le corps en PBT fibre de verre, il n'y a pas encore de filière. Le fournisseur étudie ça, mais voilà. Donc, il y a cette problématique-là. Et il y a aussi la problématique du coût des contenants, en fait, qui est assez conséquent pour avoir des contenants plastiques de bonne qualité, assez costauds. Ça nous coûte, ça coûte assez cher. Et si on veut pouvoir en mettre suffisamment sur le marché pour que beaucoup de consommateurs rentrent dans la boucle, il faut en avoir une grande quantité. Et pour un peu toutes ces raisons-là, la transparence, le coût, la filière, on va, en début de l'année prochaine, progressivement, en tout cas, commencer à mettre sur le marché des contenants en verre. Voilà, parce que pour essayer de répondre à d'autres points, d'autres freins qu'on a avec le plastique, ce qui ne veut pas dire qu'on bannit le plastique. Dans tous les cas, le couvercle sera en verre. Le couvercle sera en PP. Mais voilà, le verre a aussi des avantages de transparence, de Made in France. Et dans tous les cas, on n'a pas forcément trouvé la matière et le contenant idéal. On est en sourcing permanent pour avoir le plus d'avantages possible. Voilà. Merci. Ouais, merci Clémence pour ton témoignage. Donc, on verra un petit peu plus tard s'il y a des questions. On va vite enchaîner parce qu'on a pris déjà un petit peu de retard. Donc, merci à toi en tous les cas pour ce témoignage super intéressant déjà sur les réemplois. Et on va basculer sur la présentation de Monsieur Vantaux sur le dispositif EcoBank. Si vous pouvez effectivement être assez bref, on a donné 8 minutes d'intervention. Monsieur Vantaux, la parole est à vous. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement bien. Ok. Donc bonjour, je suis donc Nicolas Vento. J'ai créé la société de Ventosol. Donc j'ai démarré en 2010 et la société a été créée en 2015.
Nous avons le prochain slide. Donc, en fait, on travaille sur le domaine du traitement des effluents phytosanitaires. Donc, les effluents phytosanitaires, c'est en gros les eaux de lavage des pulvérisateurs agricoles après que les agriculteurs aient traité leurs eaux. Ce sont des eaux qui sont problématiques parce qu'elles sont responsables selon certains experts, de 50% de la pollution des eaux douces et des nappes phréatiques. Ce sont des déchets dangereux. Et donc, il y a la réglementation, et la France est le premier pays en Europe à avoir réglementé ça dès 2006. Les agriculteurs sont obligés de gérer ces eaux-là. Pour ce faire, ils ont plusieurs façons de faire, et nous, on propose avec EcoBang une solution assez simple, c'est-à-dire que c'est un kit qui va s'adapter sur des cuves standards et qui va ventiler dans ces cuves standards. Ce qui fait que l'économie circulaire, on est directement, c'est dans les gènes d'EcoBang, parce que dès le départ, ça a été conçu pour que le système soit adaptable aux cuves existantes. Donc, on a commencé par les cuves que vous voyez là, donc les cuves de type IBC, enfin GRV, cuves de 1000 litres standard, donc, que les clients utilisent. Ensuite, on a été amené à adapter le système sur des cuves en acier, c'est-à-dire que lorsque nos clients ont chez eux des cuves qu'ils n'utilisent pas, on peut très bien les équiper. Donc, la photo, ces 3 photos-là, ce sont des anciennes cuves de stockage de vin en acier qui étaient donc traitées, qui avaient déjà un traitement époxy à l'intérieur. Et puis, on a adapté simplement le système, on l'a dimensionné pour ces cuves-là. Donc, sur la cuve de gauche, on évapore 10 mètres cubes par an. Pareil sur celle du milieu. Celle à droite, l'objectif, c'est d'atteindre 5000 litres. Elle est en cours de réalisation. Hein, donc, le client doit encore la repeindre, étanchéifier le trou, etc. En attendant, avec cette solution-là, on arrive à des coûts extrêmement bas pour les clients. On peut aussi équiper des cuves en béton que les clients ont déjà chez eux, des fosses enterrées. On peut transformer des systèmes existants, même des systèmes concurrents pour les rendre plus performants, etc. Donc simplement en s'adaptant sur l'existant. Ce qui s'est passé donc lors du précédent, enfin le premier confinement de 2020, je cherchais une remorque bateau, une remorque de plateau pour transporter des cuves justement. Et en faisant cette recherche sur Le Bon Coin, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui vendaient des remorques bateaux et qui donnaient le bateau qui était dessus. Donc là, c'est une petite recherche que j'ai fait juste la semaine dernière là, sur Le Bon Coin, et on voit des bateaux qui ont été donnés, et ça m'a fait réfléchir. Je me suis demandé, mais est-ce qu'on pourrait utiliser des bateaux comme cuves de stockage? Donc, déjà, la première chose, c'était identifier un peu le marché, enfin, qu'est-ce qui se passait, comment ça se faisait. Donc, la société bateau qu'on a contactée, qui est sur Nantes, est déjà spécialisée dans la transformation de bateaux en sorte de mobil-home, hein, en logement de loisirs. Nous avons sollicité la Paire, qui a un problème, qui est un éco-organisme spécialisé dans la déconstruction des bateaux, et qui a comme objectif, d'ici à 5 ans, de déconstruire 20 à 25 000 bateaux. Ensuite, prochain slide. Ensuite, on s'est demandé, évidemment, est-ce que c'est techniquement faisable? C'est-à-dire que l'idée était de transformer une coque de bateau en cuve de stockage pour les effluents phytosanitaires. Ça avait comme avantage de réduire les coûts pour les utilisateurs, parce que quand on doit proposer à des clients des cuves de grande taille en acier, c'est extrêmement cher. Ça l'est d'autant plus maintenant avec la hausse de l'acier. Et donc, on s'est demandé, est-ce que techniquement, c'était faisable de transformer une cuve de bateau une coque de bateau en cuve de stockage. Et donc, pour ce faire, en gros, il faut respecter 3 choses qui sont prévues par le Code de l'environnement. Déjà, il faut que le stockage de matières dangereuses doit se faire en double paroi. Or, les coques de bateau sont généralement conçues avec la partie coque, donc celle qui va dans l'eau, et au-dessus la partie cabine où on marche. Ce qui voudrait dire qu'on a quelque part une double coque. Il suffirait de bien étanchéifier la double coque, la partie intérieure, de façon à ce qu'on ait une double coque, donc un bac de rétention. Et donc, ça voudrait dire qu'on pourrait quasiment utiliser un bateau tel quel. La deuxième chose, c'est évidemment la compatibilité chimique avec les produits phytosanitaires. Et pour cela, ces bateaux-là sont conçus en résine de polyester et donc n'ont aucun problème de compatibilité chimique.
La troisième chose, évidemment, c'est la résistance à l'écrasement ou la résistance si on remplit d'eau à l'intérieur. Donc ça aussi, c'est pas un problème. Et au pire, donc de toute façon, on va faire, comment dire, chaque bateau qu'on mettra ensuite sur le marché sera analysé par un prestataire qui nous dira s'il faut faire des renforts ou pas. Donc en tout cas, techniquement, il n'y a pas de problème. Donc du coup, on s'est rapproché de la société bateau qui nous avait un devis, qui nous a trouvé un bateau. Donc là, on voit les photos du bateau. C'est l'équivalent d'une cuve en acier de 4000 litres. Donc ce bateau-là fait 6 mètres 20 de long, 2 mètres 30 de large. Il contient 4000 litres, il a à peu près 5 mètres carrés de surface d'évaporation utile, ce qui veut dire qu'avec un tel bateau, on peut espérer évaporer dans la région de Montpellier, par exemple, on peut évaporer à peu près 1500 litres par mètre carré de stockage, donc ça veut dire qu'on aurait une capacité d'évaporation de 7 à 8000 litres par an avec un tel bateau. Donc c'est cette société bateau, donc BATHO hein, sur Nantes, prochaine slide, qui a transformé le bateau. Donc ils ont enlevé tout le mobilier intérieur, ils l'ont nettoyé, étanchéifié, ils ont mis une plaque à l'arrière pour protéger contre l'eau pluviale. Ils l'ont tout repeint aux couleurs de Ventosol. Et puis nous sommes allés le chercher. On l'a testé et bon, en termes de capacité d'évaporation, c'est tout à fait comparable à des cuves normales. Un gros avantage, donc évidemment, c'est le coût. Hein, donc on pourrait proposer enfin, le client peut trouver là une solution qui est 35-60% plus économique par rapport aux cuves standards en acier. Et puis les mises en œuvre, donc on peut soit la mettre hors sol, comme sur le petit dessin que j'ai fait là à gauche, soit on pourrait la semi-enterrer le bateau de façon à ce qu'il reste en gros quasiment que la partie au-dessus, ce qui veut dire que ce serait très peu visible pour le client. Et puis un petit plus, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être utiliser, l'agriculteur pourrait utiliser ce bateau aussi comme support de communication. C'est-à-dire que dans le traitement des effluents phyto, très peu d'agriculteurs communiquent sur le fait qu'ils gèrent leurs effluents. C'est-à-dire qu'ils font des investissements importants, construction d'aires de lavage. C'est des investissements qui font entre 10 et 30 000 euros. Et personne n'en parle parce qu'ils ont peur d'être associés aux utilisateurs de produits phyto. Donc même s'ils travaillent bien pour gérer les effluents phyto, enfin leurs produits phytosanitaires, qu'ils ont des bonnes pratiques phyto, personne n'en parle. Là, je me suis dit peut-être qu'un tel bateau pourrait aussi être l'occasion de faire une vraie communication sur le fait qu'ils ont de bonnes pratiques phytosanitaires, que pourquoi pas ils sont reconnus HVE ou qui font de l'agriculture biologique. Donc par exemple avec le bateau, on pourrait imaginer une fausse voile sur le dessus comme outil de communication publicitaire, et plutôt que de cacher le système de traitement des effluents phyto, peut-être le montrer de manière plus ouverte. Et je crois que c'est fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Donc là pour le moment on en est aux phases du prototype qui est prêt. Et on va, vous avez eu l'information un peu en exclusivité, puisque c'est pas encore, on n'en a pas encore parlé dans les médias et ça va être fait probablement en début d'année 2022, quoi. Voilà. Merci, Monsieur Vento. Effectivement, c'est une solution très originale qui allie à la fois la gestion de fin de vie des bateaux avec une obligation faite aux agriculteurs de gestion des effluents phytosanitaires. Donc, fallait y penser. Donc, on vous souhaite effectivement plein de réussite dans votre projet, le développement de votre prototype et de votre produit. Je vous remercie. On passe du coup maintenant à la société Interlock qui va aussi nous présenter sa solution tout aussi originale. On vous écoute, Monsieur Gigler. Oui, bonjour. Alors, vous m'entendez? C'est bon? Parfait. Oui, parfait. OK. Alors nous, en fait, on est une société d'économie circulaire qui fabriquons nos produits tout dans la même matière. On utilise en fait du Dibond. Ceci, en fait, c'est aluminium composite, Dibond, Renobond, Alucobond. En fait, c'est 2 couches d'aluminium et une couche de plastique. C'est ce qu'on utilise actuellement pour faire les façades de bâtiments, la signalétique aussi, et beaucoup dans la publicité. Et ces plaques-là, en fait, sont utilisées en grosse quantité, mais aujourd'hui, elles sont utilisées une fois que l'utilisation est faite. Voilà, on le voit ici. En fait, une fois que l'utilisation est faite, elles sont souvent jetées, elles sont en direction de la déchetterie.
Et à partir de là, en fait, nous, ce que l'on a décidé de faire, c'est de créer nos produits sur cette matière-là. Parce que ça nous permettait d'avoir la possibilité de les avoir à plat, de les expédier à plat et que les clients les montent et les plient eux-mêmes. Donc, par exemple, là, vous avez en fait une face de maison d'oiseau. Voilà. Et ici, en fait, une fois que vous avez, qui est terminé, vous avez la maison d'oiseau qui est terminée. Je ne sais pas si on la voit correctement. Voilà. Une maison d'oiseau. C'est une maison, en fait, qui a été fabriquée entièrement en pliage. Voilà. Donc, les clients les reçoivent à plat. C'est eux qui les montent eux-mêmes grâce à des croquis et des vidéos de montage. Ils assemblent les produits et ces produits sont consignés. Donc, en fin de vie du produit, on les récupère. Donc, quand ils partent chez des clients, ils ont une consigne intégrée au prix du produit qui est 10% du produit hors taxe. Quand nous, en fait, quand ils les reçoivent, donc ils les utilisent, ils s'en servent le temps de vie du produit et puis un jour ou l'autre, le produit a une fin de vie, il est usé, il est fini, on peut plus, voilà, il les intéresse plus. La plante est trop grosse, par exemple, la plante a grandi dans le pot et elle est trop grande, il faut jeter le produit. Et en fait, nous, on le récupère. Donc, ils vont sur notre site internet, ils disent je souhaite renvoyer le produit et nous, on leur envoie une enveloppe. Ils remettent le produit à plat dedans et on le récupère. Quand nous, on le récupère, on va le broyer, on va séparer l'aluminium du plastique par flottaison. L'aluminium, on le revend en Suez et le plastique, en fait, on le recompresse, on en refait des plaques, comme on voit là en bas. Voilà, ça c'était la première partie, la première étape. Voilà, on fait ce genre de plaques, qui sont des plaques en fait en polyéthylène recompressé et qui nous servent à être utilisées dans nos pots à nouveau. Donc on les utilise en fond de pot, comme on voit sur la photo. Voilà, on les réutilise dans le fond de pot et la boucle est bouclée. Donc ça, c'était la première étape de notre société. Donc on a créé beaucoup de petits produits comme ça. On a mis en place tout ça assez rapidement. Puis il s'est trouvé que on a eu pas mal de revendeurs qui ont été intéressés par ce produit puisqu'on faisait des grandes jardinières directement expédiées à plat. Et que nos revendeurs, on les formait et à partir de là, c'est eux qui, quand ils recevaient des jardinières à plat, les montaient eux-mêmes et les mettaient en place directement chez leurs clients. Donc, ça permettait d'envoyer des linéaires de jardinières. Avant, il aurait fallu des grands camions pour pouvoir les transporter, monter. Là, en fait, il se trouve que nous, on en envoie 16, 20 sur une petite palette et puis ça arrive directement chez eux et ils l'assemblent directement chez leurs clients, en direct chez leurs clients et le pépiniériste ou le jardinier est là dans la foulée et puis il le remplit. Donc, on a eu de plus en plus de revendeurs comme ça qui sont mis en place. On a eu aussi des pépiniéristes qui, du coup, ils pouvaient avoir directement nos pots et tous nos produits directement en stock en arrière. Voilà, comme on voit ce slide, en fait, ils pouvaient les avoir en arrière dans leur entrepôt et puis les monter uniquement quand ils en avaient besoin. Revenez sur le slide d'avant, je vais expliquer ce que c'est exactement après, ce qui s'est passé après. En fait, c'était la première partie, c'est-à-dire qu'on a mis en place tout ce système-là où on le voit, en fait, on les découpe à plat, les produits sont découpés à plat sur les plaques, sont mis à plat dans nos caissons, dans nos cartons et expédiés à plat directement chez nos clients. Et c'est eux, en fait, qui les montent grâce à des vidéos et des croquis de montage. Ça, c'était la première étape de notre société. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que, en fait, ces plaques-là, elles sont énormément utilisées. Et là, en l'occurrence, elles sont utilisées par des grands groupes comme la SNCF, ou comme Decathlon, comme on en a plein en fait qui nous ont contactés après ça, qui en fait les utilisent du coup pour faire de la signalétique, pour faire, là on le voit en l'occurrence, ils s'en servent pour faire des panneaux, tous les panneaux d'affichage et de tracé des gares routières. C'est ces panneaux-là en fait, c'est des panneaux de Dibon en fait, on appelle une Dibon, mais en fait c'est l'aluminium composite, Dibon étant une marque. Et voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les acteurs les acteurs de la signalétique qui s'occupent en fait d'installer ces panneaux-là dans les gares ou ailleurs, ou dans les centres commerciaux ou un peu partout, le problème, c'est qu'une fois qu'ils les ont démontés pour en mettre à nouveau, ces panneaux sont jetés, ils sont directement enterrés, et donc ils payent pour pouvoir les enterrer. Et en fait, nous, on est arrivé là-dessus en disant, mais attendez, arrêtez de les jeter, ces panneaux-là, on va les réutiliser, nous. On va les réutiliser. Donc, du coup, on a passé des partenariats avec différents acteurs qui, eux, ont directement des contrats avec ces grands groupes-là et avec lesquels ils ont pu mettre en avant ce système-là. Et donc, du coup, il se trouve que, voilà, en l'occurrence, par exemple, pour la SNCF, voilà ce qui se passe. C'est-à-dire que la SNCF, une fois que les panneaux sont démontés, ils nous les renvoient. On a deux sortes de tri. On a les panneaux qui sont en bon état, dans lesquels on va directement faire un pot, le redécouper, le mettre sur la machine redécouper. On a les panneaux qui, eux, sont en moins bon état, qui sont troués, qui sont escapés, qui, eux, vont être directement broyés
et dans lequel après on va utiliser notre boucle circulaire, c'est-à-dire qu'on va les mettre, une fois qu'ils sont broyés, on va les mettre dans nos bains de flottaison. On va séparer l'aluminium du plastique par flottaison, récupérer l'aluminium qu'on va revendre à Suez ou à d'autres d'ailleurs, c'est pas toujours Suez qui l'achète. Et ensuite, on va recompresser les plaques et les réutiliser directement dans le produit. Et quand les plaques, elles, par contre, sont trouées, esquintées ou rayées, mais qu'elles ne sont pas totalement inusables, enfin inutilisables, on les utilise pour faire des cornières pour nos caisses, puisque ces plaques-là, en fait, les plaques noires qu'on utilise, nous servent aussi pour faire des caisses de transport. Donc, à partir de là, il faut bien des cornières et des systèmes de pliage pour tenir les caisses. Et du coup, on utilise en fait le dibon, pareil, ou le panel, en fait, comme vous voulez, qui est réutilisé. Donc, et on se retrouve à avoir des pots. Donc, on revend les pots d'un côté, ou on revend les plaques aussi de l'autre. Et de l'autre côté, on fait une boucle, c'est-à-dire qu'en fait, tous les produits qui sont récupérés sont réutilisés en permanence. Et l'avantage en fait qu'on a dans ces plaques-là, c'est que on n'est pas obligé de mettre 100% de polyéthylène dans ces plaques-là pour qu'elles tiennent. En fait, on les chauffe à 250 degrés par pression. Et en fait, on peut utiliser d'autres plastiques. Et donc là, ce sera l'étape suivante. Donc, on est déjà dessus pour l'année prochaine. Ça va être de pouvoir réutiliser les plastiques qui aujourd'hui ne sont pas recyclés. Donc, comme par exemple les pots de yaourt, puisque là, il y a eu un reportage de Cache Investigation là-dessus récemment. En effet, les pots de yaourt sont trop compliqués à trier. Il y a trop de matière dedans, entre l'aluminium, le polystyrène, il y a trop de matière et c'est trop cher à dissocier. Et nous, en fait, nous, l'intérêt, c'est que nous, dans ces plaques-là, en fait, on peut mettre pratiquement 30% de plastique qui, lui, du coup, ne serait pas recyclé, puisque c'est ce qui fait ces points blancs au milieu de notre polyéthylène. C'est qu'en fait, vous avez là-dedans, en fait, vous avez plein de choses qu'on a rajoutées et au final, ça se compresse très très bien. Le polyéthylène, c'est un peu l'effet d'un beurre dans un gâteau. Il agglomère tout ça, en fait, et ça marche très très bien. Et donc, du coup, slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, du coup, à partir de là, on a proposé, du coup, à ces grands groupes différents produits. Donc, comme des pots de crayon, par exemple, qui sont faits avec ces plaques-là, directement réutilisés, hop, recompressés et renvoyés. Donc, petits pots à crayon, petits pots de fleurs. On a fait des roses écrans, on a fait des pots, des pots aussi directement. On a fait plein de choses. On a fait un maximum de petits produits avec. Là, derrière moi, vous voyez, en ce moment, on fait des sapins aussi. Pareil, on prend les plaques, en fait. Là, c'est des vieilles plaques, on les refilme, on reclisse un film dessus. Donc, on a un partenariat avec Xis, en fait, qui fait du covering pour voitures actuellement, qui, eux, en fait, peuvent nous fournir des rouleaux. On recouvre la plaque, on la remet en version une couleur, et ensuite, elle repart directement sur la machine, elle est gravée, et elle repart chez notre client en produits divers et variés. Quand il repart chez le client, 10%, comme je l'ai dit tout à l'heure, 10% du produit et la consigne, 10% du prix hors taxe et la consigne. Quand le client décide de s'en séparer, il nous le renvoie. Nous, on lui rend la consigne. Et par contre, s'il décide de racheter un produit, on double le prix de la consigne pour l'inciter à rester dans la boucle circulaire, histoire de faire un rabais sur le nouveau produit qu'il rachète. Voilà. Et les produits font des allers-retours. Il se trouve que certains produits sont plus grands que d'autres. Par exemple, on a des niches. On vend des niches aussi. On vend des parasols en forme de fleurs. On vend plein de choses. Et des produits prennent beaucoup plus de matière. Ces produits-là qui prennent beaucoup plus de matière peuvent avoir un cycle supplémentaire. S'ils reviennent en fait en une seule plaque, par exemple une niche, quand elle arrive, comme c'est beaucoup de matière, on ne va pas directement la broyer, la transformer en panneau. On va directement en fait la refloquer, la transformer en maison d'oiseaux. Donc elle va repartir. La niche, elle a fait un tour, puis elle revient et elle est retransformée en petite maison d'oiseaux. Voilà, on la recompresse. Voilà, et hop, c'est reparti. On refait des traits dessus et hop, elle repart. Elle est redécoupée et repartie dans la bouche. Et ça lui donne un cycle supplémentaire. Il faut savoir que les produits sont garantis 5 ans et quand ils sont filmés, ils peuvent tenir jusqu'à 7 ans chez nos clients. Ça fait une sacrée boucle. Ça veut dire qu'ils peuvent rester longtemps chez eux avant de revenir et ça permet du coup de allonger énormément le temps du produit. Alors là, l'obsolescence programmée, chez nous, il n'y en a pas. Voilà. Donc, si vous avez des questions, pas de souci. Je peux y répondre. Eh ben très bien. Vous faites la transition parce que justement, c'est le moment où on avait prévu un temps de questions-réponses. Donc, du coup, allez-y, lâchez-vous dans le chat ou même si vous souhaitez prendre la main, vous levez la main et puis on vous donnera la parole. Il y a déjà quelques questions, Sarah, je te laisse les poser. Oui, du coup, on va poser des questions dans l'ordre des interventions. Ce sera peut-être plus simple pour s'y retrouver. Une petite question donc à Clémence de Loupit, quelqu'un dans le chat qui nous demande est-ce que les coursiers montpelliérains ils reprennent ensuite les contenants lors d'une seconde commande
et ce, même si la seconde commande n'est pas zéro déchet ou n'a pas été faite dans un restaurant qui proposait une démarche zéro déchet. Alors oui, les coursiers montpelliérains récupèrent les contenants de la commande précédente uniquement quand c'est une deuxième livraison zéro déchet. Pour l'instant, on ne fonctionne que comme ça, ce qui permet à la personne en fait de ne pas redéposer de la consigne. C'est-à-dire que quand elle fait sa deuxième commande zéro déchet, elle va indiquer, ça c'est des choses sur notre plateforme, elle indique qu'elle emprunte 2 contenants, mais elle en rend 2. Donc en fait, c'est un échange, c'est transparent, pas besoin de remettre de consigne. Et donc effectivement, les coursiers récupèrent les contenants, et aussi on utilise des sacs en tissu pour être zéro déchet jusqu'au bout et pour pas avoir de sac craft qui part à la poubelle. Le coursier récupère, ça c'est centralisé au local des coursiers montpelliérains en centre-ville. Et puis après, nous, ça part au lavage, que ce soit les sacs ou les contenants, puis au réappro. Mais donc oui, c'est récupéré. Pour l'instant, il faut que ça reste pour cette boucle uniquement d'une commande zéro déchet sur une autre. Voilà. Ok, merci pour cette précision. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions à Clémence, à les indiquer dans le chat. Je lui reposerai par la suite. Je vais juste passer du coup à Nicolas de Vente au sol. Donc, vous n'avez pas eu de questions dans le chat. Je pense que votre intervention était assez complète. Vous avez eu des félicitations par contre. Et moi, du coup, j'ai une petite question pour vous, à savoir, est-ce que du coup, la société bateau qui vous a préparé ce premier bateau, elle est située à Nantes, je crois, est-ce que vous pensez travailler avec eux, donc sur le long terme, ce sont eux qui vont vous préparer tous vos futurs bateaux ou pas? Alors, à court terme, bon, je ne sais pas du tout si commercialement ça va prendre. Hein. Motiver les agriculteurs à aller dans cette voie-là, c'est particulier quand même. Donc, je ne sais pas si ça va prendre. Non, donc, si ça prend au début, oui, c'est eux qui feront les choses parce que c'est beaucoup plus simple de rester avec un seul partenaire. Si on constate qu'il y a de la demande, l'objectif, ce sera d'être au plus proche parce que ce serait idiot de faire transporter un bateau de Nantes pour l'amener dans le sud-est. C'est beaucoup de distance et je pense qu'il y a des compétences dans le sud-est pour faire ça aussi, quoi. Pourquoi pas imaginer de le faire nous-mêmes aussi. Je sais que la société bateau forme d'autres prestataires, d'autres sociétés à justement recycler ou remettre à neuf et redonner d'autres utilisations aux anciens bateaux. Donc, on pourrait imaginer d'aller dans cette voie-là par la suite. Ok, super. Et du coup, j'en profite pour rebondir. Il y a une question qui vient d'arriver dans le chat qui demande comment est-ce qu'on peut suivre l'évolution de votre projet. Est-ce que vous avez un site internet ou est-ce qu'un site est Oui, je vais l'écrire. Merci. Donc, la réponse sera dans le chat. Et donc, question, on va passer à la dernière intervention. Donc, Interloc, on vous demande est-ce que vos plastiques sont aptes au contact alimentaire? On vous demande aussi est-ce que vous savez valoriser les composites et est-ce que vous savez valoriser le polystyrène? Voilà, je vous laisse regrouper les réponses à ces 3 questions. Alors, nous, en fait, la première partie, pour ce qui est au contact alimentaire, réellement, jusqu'à l'heure, on n'a pas eu de données particulières là-dessus. En fait, en réalité, déjà, de toute façon, on ne fait pas de choses alimentaires, nous, donc on n'a pas eu vraiment besoin de se poser la question. Maintenant, en fait, c'est de l'aluminium, donc en réalité, je pense que même, il faudra vérifier, mais je ne sais pas quelles sont les normes, il faudra, le jour où on aura en fait vraiment besoin de travailler sur des produits qui vont partir en cuisine ou qui vont partir avec de la nourriture dedans ou quelque chose comme ça, à ce moment-là, oui, on regardera plus, on approfondira le sujet. Pour l'instant, on a vraiment déjà beaucoup de travail pour retraiter en fait les panneaux publicitaires et les panneaux qui sont utilisés en grosse quantité, qui sont jetés et directement enterrés. Donc, ça fait déjà beaucoup de travail. Alors, la durée et la résistance aux UV. Alors, nous, on a, je lis les questions en même temps, en fait. Donc, voilà, c'est juste en dessous. Nous, en fait, on a une grande résistance aux UV parce que comme c'est utilisé normalement pour faire les façades de bâtiments, les peintures, en fait, sont garanties 5 ans. Donc, on n'a pas de changement de couleur. Tout ce qu'on va avoir, c'est qu'au bout de 5 ans, on a, en fait, on perd en brillance, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, si vous prenez du mat, vous allez perdre 10% de brillance sur le mat et sur sur le brillant, on a 70% de brillance. Vous allez avoir
50% de brillance, voilà, c'est ce qu'on perd avec le temps. Si on met du covering, si on met un film, on a beaucoup plus de temps parce qu'en fait, c'est le film qui prend les UV et pas la peinture directement. Donc là, on peut gagner jusqu'à 7 ans de garantie, enfin, couleur qui bouge pas, c'est plutôt stable. Donc voilà. Pour le polystyrène, c'est ça? J'avais une question pour le polystyrène. Oui, en fait, Alors, excusez-moi, j'ai mal lu la question, c'est sur le polyester. Est-ce que vous savez valoriser le polyester? alors, je sais pas. Nous, en fait, de toute façon, en fait, nous, ce qu'on utilise, par exemple, là, nous, on utilise deux choses. On utilise les films, on utilise les plaques et on utilise les films, en fait. Donc, les films d'habillage, en fait, de nos plaques sont utilisés pour recompresser et faire les enveloppes qui permettent les allers-retours chez nos clients. Donc, je vais réactiver ma caméra. Hop là, voilà. Nous, vite fait, en fait, ce qu'on utilise, c'est ça-ci, en fait. Voilà, on utilise ces plaques, en fait. Les films d'habillage de nos plaques, en fait, sont réutilisés. On Voilà, ne vous pour voit faire du... pas. On ne Ah, vous voit pas d'accord. sur la caméra. Ouais. Je sais pas Elle est pourquoi. mal Bon, enfin. orientée, visiblement. Ouais. Ah, d'accord, ok. Comme ceci, voilà, c'est ça. C'est bon. Ok, voilà. Voilà, les plaques, en fait, ça, c'est de la recompression de films, en fait. Donc, ça, c'est les films qui servent pour l'habillage, en fait, de nos produits, qui sont recompressés et réutilisés aussi pour faire nos enveloppes et nos envois et nos expéditions de produits. Voilà, chez nos clients et qu'on peut rebroyer. Tout ce qui est autre plastique qu'on n'utilise pas réellement, nous, qui ne sont pas dans notre boucle à nous, ça va être directement du plastique qu'on va essayer de réintégrer dans les plaques au moment de la compression. Donc, ça fait partie des 30% de plastique qu'on essaye de réintégrer là-dedans. En fait. Voilà. Comme le pot de yaourt, comme tous les autres plastiques, en fait, tous ceux qui ne sont pas utilisables à l'heure actuelle, qui va nous permettre, en fait, nous, de pouvoir garder une partie du polyéthylène pour le réutiliser, nous, encore pour d'autres domaines précis où on a d'autres travaux à faire avec. Et donc, du coup, l'avantage, en quelque sorte, l'avantage, c'est de récupérer d'autres plastiques. C'est l'avantage de garder du polyéthylène de côté pour pouvoir le réutiliser, quitte à ce que le but final étant de refabriquer de base, en fait, ces plaques-là. Des plaques en aluminium composite, nous, on a un but global qui est de refabriquer ces plaques complètement. Donc, on a des partenariats comme ça avec eux, mais nous, on a démarré au mois de janvier. On a démarré au mois de janvier de cette année, donc on est déjà sous l'eau à essayer de suivre le rythme et la cadence de l'entreprise. Voilà, avec les revendeurs, voilà, on a beaucoup de produits, on a des sites de vente en ligne, on a beaucoup de choses. Donc, du coup, c'est compliqué à aller chercher encore quels sont les autres produits qu'on pourrait intégrer dans notre boucle. Merci à vous. Alors, on a juste, et ça sera la dernière question, une personne qui vient de lever la main, c'est Romuald. Si vous voulez ouvrir votre micro et poser la question en direct, et puis après, on passera à la deuxième partie de la présentation. Merci. Alors, merci de me donner la parole, Romuald Fernandez, donc avec un projet Banksia. Par rapport à la dernière intervention donc pour la société Interlock, le projet Banksia, c'est de mettre en place en fait la première filière de collecte et de valorisation des EPI et matériel réformé des pompiers. Dans ce matériel, en fait, on va avoir beaucoup de matières plastiques de diverses sortes, et je ne suis pas un spécialiste du plastique, donc c'était pour savoir si en effet Interlock sourçait aussi pour ne pas faire qu'une, même si ça marche, tant mieux, mais est-ce qu'ils font aussi un sourcing extérieur à leur propre boucle fermée? Et est-ce qu'ils sont en capacité, bien sûr, par exemple, de pouvoir recycler du composite issu de notre matériel réformé, comme par exemple des dossards d'appareils respiratoires ou des casques de feu que l'on a sur notre matériel, voilà, entre autres. Je peux répondre? Vas-y, on vous écoute. Alors, le problème, c'est que nous, pour l'instant, on a déjà, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a déjà de grosses entreprises. Alors, nous, on n'est pas sur une boucle fermée. Au contraire, le but pour nous, c'est de récupérer un maximum de produits déjà utilisés d'autres entreprises. Le problème, c'est que on n'a pas, dans notre développement économique, on a visé une matière particulière. Et après, dans l'étape suivante, ça va être de pouvoir récupérer d'autres matières pour les intégrer. Mais évidemment, il va falloir à ce moment-là faire toute une étude pour savoir ce qu'on peut utiliser, ce qu'on ne peut pas utiliser, ce qu'on peut réintégrer directement dans le produit. Le but pour nous, global, en fait, va être vraiment de pouvoir récupérer tous les déchets, ou en tout cas un maximum de déchets, qui aujourd'hui ne sont pas retraités. Donc, tous ceux qui partent directement à la benne et qui ne sont pas retraités et qui peuvent être simplement compressés et envoyés entre deux plaques d'aluminium et retraités. Voilà, ça, c'est l'idée globale du projet. Maintenant, oui, c'est vrai que nous, on avait prévu un développement sur 10 ans et on avait prévu dans 3 ans de commencer à aller voir les grandes entreprises
pour pouvoir récupérer leurs panneaux en aluminium composite et leurs panneaux signalétiques. Et finalement, ils sont venus nous voir à peine 8 mois après l'ouverture de l'entreprise. Donc, du coup, on est obligé de mettre en place une usine, on est obligé de mettre tout ça en place beaucoup plus vite. Donc, on va le faire, oui, on va faire du sourcing après, savoir qu'est-ce qu'on peut. Mais c'est sûr qu'on ne pourra pas le faire d'ici l'année prochaine parce que on est déjà en train d'essayer de récupérer toutes ces plaques qui partent à la poubelle à l'heure actuelle et de les mettre directement dans une boucle et de les renvoyer. Et comme nous, en fait, ça marche sur deux filières. On a la filière où on récupère les plaques et on les retransforme, mais on a la filière aussi où on doit vendre nos produits derrière et les remettre directement dans le circuit pour pouvoir. Donc, on doit développer à la fois toute la partie commerciale, ce qu'on est en train de faire, parce que là, maintenant, on ouvre une boutique de 560 produits sur Amazon pour pouvoir distiller en grosse quantité nos produits et de l'autre côté, pouvoir récupérer des plaques et les retraiter pour les renvoyer dans ce. Voilà. On est vraiment entre le. On a deux pôles vraiment importants à développer dans notre entreprise. Voilà. Mais on est sur la première année, donc oui, si ça se trouve un jour ou l'autre, oui, ce sera intéressant de faire de la prise de matériaux. C'est le but en tout cas. Ça reste le but. Merci pour cette réponse. Merci pour la question également très, très ciblée, très technique. Et puis, on va passer donc du coup à la deuxième partie. Vous avez compris qu'on serait certainement un petit peu en retard. Veuillez nous en excuser. On va essayer de faire au plus vite pour terminer, mais du coup, ça se pourrait effectivement qu'on dépasse un petit peu l'horaire. Du coup, sans transition, je vais inviter Denis Audouin de MP2 Environnement Les Recyclades à prendre la parole et exposer un petit peu son nouveau projet. Oui, bonjour. Je suis directeur de MP2 Environnement et je suis président des Recyclades, qui est une filiale 100% d'un atelier chantier d'insertion. Et on a créé une entreprise d'insertion pour créer de l'emploi durable. On est sur le même type de gouvernance, c'est juste une petite présentation. Je ne sais pas si les gens pourront voir les slides après, mais comme ça, vous voyez comment ça se tient. On est dans l'insertion professionnelle et depuis 30 ans, on fait du recyclage de matières premières, notamment le carton et le papier, mais on a aussi d'autres supports de métiers qui sont tous liés à l'environnement. Et on va s'attarder surtout au dernier slide, c'est ce qui est le plus intéressant pour aujourd'hui. Notre métier, que ce soit sur MP2 Environnement, vous voyez les deux premiers schémas sont sur MP2 Environnement et les deux derniers sont sur le recyclage. On a toujours eu la même logique, c'est capter des gisements de qualité et travailler avec nos clients, qui sont des entreprises, des collectivités, et même sur des apports volontaires pour avoir des gisements de qualité. Et après, nous travaillons directement avec les recycleurs. C'est un peu notre particularité. C'est-à-dire que le papier, c'est avec Vepa Greenfield, qui est un des seuls maintenant pas petits à faire du 100% recyclable sur Château-Thierry en France. Le carton, c'est Smurfit en Avignon. Mon bilan carbone, c'est un peu plus facile, mais on n'a pas de papetier 100% recyclage en Occitanie. Et sur les recyclades, donc une jeune entreprise que nous avons créée il y a 1 an, on travaille aussi là sur ce qu'on appelle, nous, un archipel de solutions environnementales dédiées aux entreprises, puisqu'on prend matière par matière pour trouver des filières courtes en économie circulaire, avec une particularité, c'est qu'on travaille aussi sur le gisement des matières plastiques. Alors, on ne les a pas mis en évidence parce que ici, les matières plastiques, on a beaucoup de familles et puis on démarre de façon générale. Alors, pas très loin des matières plastiques, on travaille la glacine. La glacine, c'est le papier siliconé qui vous reste quand vous enlevez les autocollants pour faire de l'étiquetage, notamment dans l'agroalimentaire, mais aussi dans tout le secteur médical. C'est les plus gros gisements qui existent. Et bien sûr, il y a les imprimeurs qui sont derrière. Et donc là, c'est une filière que nous avons créée au mois de juin dernier. Et ça marche plutôt bien puisqu'elle est complémentaire à la gestion des multiples flux du papier, du carton et des films plastiques, notamment pour les métiers des vignerons. Et on travaille directement avec UPM Raflatac. Alors, pour le verre plat, notamment pour les fenêtres, on travaille directement avec Saint-Gobain. Donc, vous voyez, nous, on est tout petit à Lézignan-Corbière.
mais on a une culture entrepreneuriale et on est capable de monter des cahiers des charges à la fois pour les gisements et à la fois pour les exutoires avec ces grosses entreprises qui prennent confiance avec nous dans ce cadre-là. Et je suis assez fier de mes équipes où on n'a eu aucun refus de matières premières sur des grosses entreprises et qui sont assez contents de travailler avec nous, puisque en plus, nous, on peut leur donner du temps RSE, puisqu'on est des entreprises d'insertion de ce cadre-là. Sur le plastique, on travaille, alors, le plus gros gisement qu'actuellement, c'est le polystyrène. On est venu un peu par hasard sur le polystyrène, puisque on le trouvait dans les bancs de tri des cartons et des emballages. C'était un déchet régulier. Et donc, on a travaillé là aussi sur une filière assez courte et on travaille avec Eco2PR, qui est un système de recyclage national où on fait de la collecte massive, parce que c'est là la difficulté du polystyrène, c'est massifier le polystyrène. Nous, notre travail, c'est juste le tri, travailler sur la qualité du gisement, par exemple avec le groupement des mousquetaires, pour après faire de la compression à 40 fois du polystyrène pour qu'il devienne à la fois transportable et recyclable et propre. Sur le film plastique, c'est la même chose. On fait de la compression pour qu'il soit recyclé, mais maintenant, ce qu'on va commencer à faire, c'est du granulat. Alors, les machines sont arrivées, mais ne sont pas installées. Parce que comme je l'ai très bien dit sur la présentation, nous, on travaille sur du gisement de niche. Et vous voyez ça, c'est des plots d'autoroute, puisqu'on travaille avec Vinci Autoroute. On a commencé avec eux sur une filière de tickets d'autoroute sur lequel ils n'avaient pas d'exutoire, où ils n'avaient pas de traçabilité sur ce que devenaient ces tickets d'autoroute. Maintenant, ils vont chez Weber Greenfield, puisqu'on a travaillé avec l'industrie qui nous a confirmé qu'ils pouvaient le recycler. Et au fur et à mesure, on collecte le papier chez eux, on collecte les mandrins d'autoroute. Et à chaque fois, les membranes d'autoroute, par exemple, on le transforme aussi en granulat. Ce sont des matières relativement propres et on peut avoir des volumes assez importants. Et là, par exemple, dernière chose là qu'on peut faire voir, c'est des matières aussi assez simples et très peu polluées, pardon. Donc, on peut trouver aussi des plasturgistes qui s'intéressent, notamment pour refaire de la plaque. Ceci, ce sont des barrières d'autoroute. Voilà, donc on a des collaborations qui sont en train de naître à droite à gauche, notamment avec l'écrier maritime pour le polystyrène. Et on voit déchet par déchet, et à chaque déchet, on crée une filière directement avec les industriels qui sont intéressés. Donc voilà, on est tout jeune, on a quand même créé en 9 mois 5 emplois. Notamment grâce au groupement des mousquetaires et aussi au flux de multicollecte auprès des agences de Pôle emploi. On travaille avec le papier, le carton, les canettes, les bouteilles de plastique, les bouchons de plastique, les D3E et autres choses. Vous voyez, c'est le multiflux et après la gestion de flux très particuliers et très spécifiques pour redonner de la matière première. Et on travaille beaucoup avec notamment la région et l'ADEME pour trouver des partenaires locaux, puisque dans cette logique d'économie circulaire est très courte qu'on souhaite avoir, c'est qu'on essaye de trouver, même si des fois on y perd un peu au niveau des prix, mais on est plutôt rassuré sur notre bilan carbone, trouver des acteurs ayant des compétences en Occitanie pour pouvoir recycler les matières directement. Et après, au niveau national, il faut savoir que sur l'ensemble des déchets que l'on collecte, on arrive au total, sur la recyclerie, je ne prends pas la ressourcerie, il y a près de 500 tonnes par an. Il y a quoi, 5 tonnes, même pas, qui part à l'étranger sur du recyclage de grossistes. Donc, on arrive vraiment à travailler avec les industriels et c'est un peu là notre savoir-faire qu'on veut mettre au niveau du plastique. Voilà, donc on travaille plutôt le polypropylène, le polyéthylène basse densité, haute densité. Et là, actuellement, on s'intéresse beaucoup à des produits du polycarbonate qui se recycle aussi assez bien. Voilà, mais je suis à votre disposition si vous avez différentes questions dans ce cadre-là.
Le point particulier, c'est qu'on travaille aussi avec un réseau national qui s'appelle Resilience. Et c'est pour ça qu'on peut répondre sur beaucoup de zones géographiques. Resilience, c'est une filiale, enfin un rassemblement d'entreprises. On est tous de l'économie sociale et solidaire. On fait tous de l'insertion. Et nos métiers, c'est la collecte, la massification et le tri. Voilà pour moi. Eh ben, merci Denis pour cette information très enrichissante et qui montre que sur plein de gisements, on sait faire des choses en collecte et en préparation auprès des entreprises notamment. Donc c'est chouette et je pense qu'il y aura des questions, moi le premier, à la fin du cycle là. On bascule sur la présentation suivante. Ah oui, présentation suivante. Donc du coup, c'est Romain Paul. Je ne crois pas qu'il soit là. Effectivement, il m'a dit qu'il pourrait avoir un imprévu, donc visiblement c'est le cas. Donc à moins qu'il se déclare présent là, mais je ne pense pas. On va passer à la dernière intervention de Madame Sebron de l'entreprise Site Plastique, donc qui va venir nous présenter son expérience dans le domaine de l'intégration et de l'utilisation des matières premières de recyclage. À vous la parole, Madame Sebron. Bonjour à tous. Écoutez, je vais déjà vous présenter notre société. Alors, moi, je suis un petit peu différente de tous ceux qui sont intervenus avant, puisque nous sommes industriels de la plasturgie. En fait, nous existons depuis 32 ans et nous avons 3 métiers. Le métier de l'injection, qui sert à faire des pièces en plastique, et le métier de l'extrusion de film à bulles, comme son nom l'indique, qui sert à faire du film à bulles, et le façonnage, c'est-à-dire l'utilisation de ce film à bulles dans le domaine notamment de la piscine, de l'emballage et de l'isolation. Ça fait partie de l'ADN de la société de faire très attention à ce qui nous entoure, que ce soit à l'intérieur de notre entreprise ou à l'extérieur. Et en 2007, quand on a créé le secteur de l'extrusion de film à bulles, c'est-à-dire qu'on a commencé à fabriquer du film à bulles, on s'est aperçu que ça faisait beaucoup de déchets. On était à l'époque à une rotation d'environ 100 bennes par DIB, enfin des déchets, sur 6 mois, ce qui représente environ 180 tonnes de plastique, de PE, qui partaient à la déchetterie. Donc, passez au slide suivant, s'il vous plaît. C'était donc pour nous très important de traiter ce problème. Enfin voilà. À l'époque, nous avons rencontré différents freins techniques déjà, puisque en fait le film à bulles, c'est un film qui est rempli d'air, donc c'est pas si facile que ça à traiter. Donc on le transforme d'abord en flocons et ensuite on le transforme en granulés. Comme le montrait le précédent intervenant, c'est un petit granulé qui ensuite repasse sur notre machine. Ensuite, il y a eu un frein humain parce que qui dit broyage, bien entendu, dit qu'il faut former, c'est pas quelque chose de commun, donc il faut former à ce type d'extrusion. Il faut trouver des équipements aussi pour réduire la pénibilité parce que ça fait beaucoup de bruit. Puis il y a les risques liés aux lames et les choses comme ça. Et ensuite, le flux. Il a fallu gérer le flux parce qu'il fallait implanter la machine à un endroit stratégique pour que, si vous voulez, dans l'usine, les déchets ne fassent pas le tour de l'usine avant d'être retraités. Et commercial, parce qu'il fallait, c'est bien beau de faire du granulé recyclé, mais il fallait encore l'utiliser. C'est pour ça que nous avons lancé en fait une marque d'emballage de film à bulles emballage qui s'appelle Bulan Beko, qui est un film emballage qui est fabriqué avec 40% de notre recyclé, de notre propre recyclé. Alors, si ça peut inciter des gens à monter leur propre filière de recyclé, le gain immédiat d'avoir fait ce pôle de recyclage s'est vu dès la première année, puisque ça nous a permis de gagner 100 000 euros. Et bilan environnemental de 90 tonnes de CO2 gagnées. Donc, c'est pas négligeable. À l'époque dont je vous parle, c'est-à-dire de 2007, nous étions à 1,4 million de chiffre d'affaires.
Et maintenant, on en est à 10 fois plus. Et on a rentré une 3e extrudeuse cast, donc de film à bulles, et on consomme 2500 tonnes de PE par an, dont 25% en recyclé. 21% en recyclé. Dans ces 21% en recyclé, 13% sont de nos propres fabrications. Et on produit environ 600 tonnes, donc ça correspond à 600 tonnes de recyclé. 600 tonnes de recyclé. Slide suivant. Notre objectif, parce que on ne s'arrête pas là, c'est de passer à 35% de recyclé dans 2 ans et puis 60% dans les 5 ans après sur l'utilisation de notre recyclé. À long terme, c'est bien entendu d'utiliser 100% de notre recyclé et de faire que l'atelier recyclage soit un atelier professionnel, c'est-à-dire vraiment en faire un métier à part entière avec une structure et aussi garantir auprès de nos clients la qualité en utilisant des MPR, puisque bien souvent, les gens sont sceptiques. Ah, vous utilisez du recyclé, du coup le matériel va être moins cher. Ah, vous utilisez du recyclé, mais ça va pas être une aussi bonne qualité. Donc il faut pouvoir répondre à ces questions. Et pour ça, il faut pouvoir leur prouver tout simplement qu'ils ont tort, que le plastique c'est vraiment fantastique. Et donc on a eu des opportunités pour mener à bien ces objectifs. Déjà, Polivia, qui est le syndicat de la plasturgie, on est un petit peu précurseur, alors on peut dire cocorico un petit peu, en Occitanie, puisqu'il y a une personne dédiée justement à cela, qui est Antoine Brognac, qui permet d'accompagner et d'aider dans l'utilisation et la qualification et la traçabilité des MPR. Donc ça, c'est bien. Et puis, il y a des dispositifs financiers comme Orplast via l'ADEME pour financer une partie des investissements parce que ça a un coût, forcément, tout ça. Et souvent, on n'a pas forcément les moyens de mettre, surtout dans une usine, souvent on a d'autres préoccupations, notamment dans la production elle-même. Il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir, notamment un plus grand suivi des fournisseurs sur les matières recyclées parce que, comme je disais, je voudrais passer à 35% en 2 ans et 60% en 5 ans. Mais pour ça, il faut qu'on arrive à trouver des professionnels, des recycleurs qui soient capables de nous certifier une matière, si vous voulez. Parce qu'une machine d'extrusion de film à bulles, notamment sur des grandes lèzes, a besoin qu'on ne lui mette pas n'importe quoi dans le ventre. Et le film a quand même des qualités qu'il doit perdurer, comme la résistance aux UV ou d'autres problématiques. Et la dédiabolisation du plastique, parce que en fait, la majorité des plastiques sont recyclables assez facilement. Ce ne sont pas mes prédécesseurs en intervention qui me diront le contraire. Et la mise en place de structures professionnelles locales pour accompagner la filière, parce que forcément en Occitanie, on n'est pas très très industriel, mais enfin on commence un petit peu à avoir quelques industries marquantes. Et donc du coup, il faut que les structures, pour la fin de vie, notamment pour la fin de vie des produits, on puisse avoir ça puisse être beaucoup plus fluide et beaucoup plus organisé. Je crois. Oui, je crois que j'ai fini. Donc, je suis à votre disposition aussi dans le flux si vous avez des questions. Voilà. Oui, merci à Madame Sebron, c'était super intéressant. C'est chouette de voir votre engagement, l'engagement d'un industriel justement qui se fixe des objectifs en termes d'intégration de matières premières recyclées. Je vois pas encore de questions dans le chat, donc moi je vais en profiter. Par rapport à la marque que vous avez créée sur le produit intégrant du matière recyclée, est-ce que c'est maintenant un argument commercial auprès du grand public? Est-ce que le grand public est informé, via cette marque de l'utilisation et de l'intégration de matières recyclées ou pas? Et est-ce que ça peut effectivement être un argument de vente Alors, particulier? moi, je travaille pas du tout avec le public. Je travaille en fait avec des grands distributeurs
Les grands distributeurs, pour le moment, ne communiquent pas tellement parce qu'ils ont peur de la réaction du public, justement. Et beaucoup sont timorés justement à dire, ben, nous, on utilise du recyclé. Voilà, avec des industriels qui utilisent du recyclé. Pour le moment, si vous voulez, vraiment, les gens pensent que voilà, si on utilise du recyclé, c'est que c'est moins de bonne qualité ou c'est moins cher. Ce qui n'est pas vrai, puisqu'il faut, pour que ça soit moins cher, il faut quand même enfin, il y a eu un travail. Et puis, pour faire du recyclé, il faut aussi qu'il y ait des matières premières vierges au départ, parce que ça, j'aime bien quand on dit 100% utilisation 100% recyclé, mais enfin pour utiliser 100% recyclé, il faut qu'au départ que quelqu'un utilise du vierge. Parce que sinon, bah, on va vite faire le tour. Donc voilà. Mais non, je sais pas, la marque n'est pas, la marque n'est pas utilisée par les distributeurs en communication. Bah, moi, ce que je retiens des 2 interventions aussi, c'est l'importance effectivement d'avoir un flux le mieux trié possible à l'origine, pour pouvoir garantir un fort taux d'intégration après dans la filière industrielle. Donc ça, c'est vraiment un argument qu'on entend à chaque fois, mais il faut insister dessus. Je suis revenu sur la slide, du début parce que je j'ai pas souvenir que vous ayez parlé du label MORE. Non, j'ai pas parlé du Alors je label MORE, mais voilà. alors ça, c'est, si vous voulez, nous, on fait des choses, mais comme bien des industriels ou bien même des entrepreneurs hein, en général, on communique très mal dessus. Et là, si vous voulez, en fait, bah, c'est MORE, ça nous permet en fait d'être juste, on nous dit, bah, c'est bien ce que vous faites, et ça fait toujours plaisir. C'est en fait, c'est un label qui nous permet en fait de saluer nos engagements, dans l'utilisation, du recyclé, et de la favorisation sur l'utilisation des matières recyclées. Donc, bah, ça fait depuis 2019 que nous avons ce label. Nous en sommes assez fiers et voilà, ça fait vraiment toujours plaisir que, bah, de temps en temps, on nous dise: «Vous n'êtes pas des vilains, vous faites des choses bien et c'est bien». C'est bon Je pour com vous? Ouais, c'est super, très bien. Merci. Effectivement, c'est une dynamique européenne, le label MORE, et qui est aussi accompagné. Vous avez évoqué tout à l'heure l'importance de l'implication de la filière à plasturgie via Polivia et notamment d'un poste, celui d'Antoine Breuillac, qui est là effectivement pour dynamiser l'intégration des matières premières recyclées et puis faire connaître auprès de l'ensemble de la filière plasturgie en Occitanie toutes ces possibilités qui existent en termes d'économie circulaire. Donc je pense, la cible a été atteinte Mmh. et C'est puis, important. C'est important d'être accompagné, c'est important d'être accompagné pour gagner du temps et pas partir dans tous les sens. Donc, c'est vraiment bien que le syndicat ait pris ce problème-là à bras-le-corps, mais c'était bien avant que ça en devienne, une nécessité. Puisque maintenant, en fait, on a une pression gouvernementale et européenne, mais ça faisait bien longtemps que la plasturgie se penchait sur la question. oui, c'est juste un coup d'accélérateur et C'est c'est ça, très bien. c'est ça. Pour Denis, du coup, moi, je crois que tu n'as pas évoqué aussi le projet Récif, parce que là, on parle d'une autre résine aussi qui pourrait être traitée dans vos ateliers autour des menuiseries et le démantèlement de menuiseries. Oui, le projet Recif, c'est le projet de démantèlement des fenêtres. C'est-à-dire qu'on travaille là aussi sur un projet national, toujours un peu avec le réseau Resilience. Et ça émerge des acteurs de Resilience. Donc, on va travailler, alors pas sur le réemploi des fenêtres, on va travailler avec d'autres aussi collaborateurs qui font du réemploi de fenêtres. Mais nous, on va être sur le démantèlement de fenêtres, notamment donc pour récupérer le verre plat pour Saint-Gobain et démanteler les fenêtres en PVC pour en faire aussi du granulat. Les fenêtres en bois, c'est de la classe 3, donc ce sera du recyclage énergétique. On va enlever jusqu'à la quincaillerie.
Et bien sûr, sur l'alu, il n'y a aucun problème de recyclage qui sont derrière. Donc là, on travaille aussi bien avec les collectivités pour faire du détournement en déchetterie, du moins on essaye. Et on travaille aussi avec des réseaux nationaux comme Arrêt Fenêtre, qui vont proposer à leurs poseurs et aux menuisiers qui posent leurs fenêtres qu'on puisse les récupérer en une seule fois, c'est-à-dire que le transporteur vient, dépose les fenêtres et récupère les fenêtres qui ont été déposées et nous les ramène dans ce cadre-là. Donc sur l'Occitanie, pour l'instant, dans le projet ROSA, ils font les deux. Il y a un acteur sur l'Ariège, mais pour l'instant, ils ne sont pas prêts, mais on travaille ensemble, puisqu'on se connaît très bien. Voilà, c'est un réseau et nous, on essaye de construire le réseau du recyclage des fenêtres sur l'eau DLP. Merci, Denis. Du coup, Benoît, j'en profite, j'aurais deux petites questions, vu qu'on a encore un petit peu le temps, à nos deux intervenants. Du coup, pour les recyclages, j'aurais souhaité savoir, est-ce que vous faites un tri ou c'est uniquement du contrôle visuel lors de la collecte des déchets et le tri, il est effectué après par les recycleurs? Comment ça se passe? Alors, non, on fait le tri. On propose aux plasturgistes, hein, nous l'exutoire, ça va être comme pour les autres matières, ça va être des plasturgistes avec qui on va présenter la qualité de la matière. Alors, on travaille différemment, c'est-à-dire qu'on va enquêter sur le gisement avec nos clients pour savoir et avoir un cahier des charges des plastiques qui sont proposés. Voilà, c'est comme ça, on aura la nature précise. Après, on peut aussi déceler la matière, on sait les reconnaître. Et puis, si on doit aller plus loin, on ira avec du laser ou des choses comme ça. Mais non, le tri se fait avant le broyage. On veut une matière le plus noble possible. Je dirais, ma collègue, enfin, qui était à côté. Alors moi, j'ai fait 11 ans de plasturgie dans l'automobile, donc je connais cette problématique d'avoir une matière le plus noble possible, la plus vierge possible. Et surtout, ça peut être aussi un travail, par exemple, sur les barrières d'autoroute. Je vais vous donner un exemple de travail qu'on peut faire. Donc, on analyse la matière avec le fournisseur de barrières d'autoroute. Et avec Vinci Autoroute, ils ont fait une proposition à leurs fabricants de remettre des chaussettes sur les chaussettes rouges sur les barrières pour qu'elles soient entièrement blanches, puisqu'on avait un problème de décollage, évidemment, et de colle sur cette matière pour qu'elle soit propre de fait presque d'avance avant le recyclage. Donc voilà, c'est ça ce travail, c'est-à-dire qu'on travaille à la fois sur le recyclage et avoir des qualités de matière les plus propres possibles et les plus simples possibles, mais on travaille aussi en amont avec nos clients pour qu'ils aient des déchets plus simples à recycler, éviter par exemple, ce qu'on a beaucoup dans le plastique, c'est les plaques à double matière ou des choses comme ça qui sont très difficiles parfois à recycler, ou des couleurs qu'on n'aime pas beaucoup en plasturgie, comme le noir et le rouge. Voilà. Oui, merci pour cette réponse. C'est vrai que vous soulevez un frein qui revient souvent, le problème des couleurs, et que du coup, avec les MPR, on ne peut pas forcément avoir toutes les couleurs qu'on souhaite. Et du coup, j'en profite pour faire le lien avec ma question acide recyclage. Je me demandais, si j'ai bien compris, vous intégrez déjà des MPR qui ne sont pas issus des déchets de votre entreprise à vous. Et du coup, je voulais savoir, les recycleurs qui vous fournissent ces MPR, est-ce qu'ils sont situés en Occitanie ou pas, ou est-ce qu'ils sont en France ou à l'étranger, et comment vous les avez identifiés? Non, pour le moment, les personnes qui nous fournissent du recyclé sont pas loin, hein, vous me direz, ils sont en Espagne. Je suis toujours en recherche et on a recherché, mais il faut en fait se rapprocher parce que moi j'utilise du PE et donc en fait il faut se rapprocher de fabrication, de gros fabricants qui utilisent le PE pour pouvoir avoir le recyclé le plus traçable possible. Donc pour le moment, je travaille avec l'Espagne. Mais et comment je l'ai identifié? En faisant des essais, hein, tout simplement, en prenant le risque quelque part, puisque quand même,
faire un essai sur une machine qui vaut quand même très cher, c'est toujours prendre un risque. Mais voilà, faire des essais, voir comment sort le produit et avancer comme ça. Ok, oui, c'est vrai que du coup, un peu l'idée, je pense, derrière l'étude que j'ai présentée au départ et qu'on mène avec Odia, c'est un peu d'essayer d'identifier ce que font les recycleurs en Occitanie et les besoins en MPR pour essayer de fermer la boucle au plus proche, même si c'est pas évident. Et il y a des études similaires qui sont actuellement menées dans les autres régions en France, donc peut-être qu'on pourra essayer de voir les acteurs qui sont identifiés et qui pourraient correspondre aux besoins de chacun. En tout cas, ce serait l'idée. À voir. Mais je suis d'accord avec le précédent. Juste pour l'anecdote, le noir, à un moment, je faisais du film à bulles pour les piscines en noir. Et j'ai eu beaucoup de mal, j'ai dû revendre. Du coup, j'ai revendu mon granulé parce que le secteur, notamment de l'emballage, ne voulait absolument pas des emballages noirs. C'était trop triste. Dixit les clients. Et donc voilà. Donc il y a encore un petit peu de chemin à faire. Mais bon, voilà, c'était juste pour l'anecdote. Alors, moi, pour faire le lien aussi avec ce que disait Sarah, j'ai une question tout à fait bête. Est-ce que monsieur Audouin, préparateur de matières plastiques de recyclage, et madame Sebron, utilisatrice de matières premières recyclées, est-ce que vous connaissiez? Non. Enfin, moi, je ne vous connaissais pas, je suis désolé. Non, mais par contre, j'ai déjà entendu parler de sa société. Je pense quand même que nos sociétés, pas moi personnellement, mais peut-être ont été en contact déjà. Mais j'ai bien noté la société. Je pense qu'on a du travail à faire ensemble. C'est ça, c'est ça. Pourquoi Donc, pas? On a du PE. Hein. On a du PE. Tout ça permet de mettre en évidence effectivement qu'il y a des boucles locales peut-être à l'échelle régionale qui pourraient se construire au-delà de les exemples de vous-même. Nous, notre problématique par rapport à l'entreprise CID qui est derrière, nous, on est sur nos débuts de gisement. Et moi, j'ai bien conscience qu'il va falloir qu'on cumule pas mal de tonnage pour qu'on devienne intéressant. Voilà, c'est ça. C'est souvent le truc, c'est que quand il y a une forte demande, puisque moi quand même, le gisement est comme il recherche des gisements, mais on n'a pas d'énormes consommateurs de PE, enfin de gisements, je pense en Occitanie sur ce matériau-là. Donc c'est compliqué, quoi. Je le dirais, sur le marché du vignoble, il y a de quoi faire. Ouais, mais il y a le problème, c'est le traitement et le fait de faire des produits qui soient sans résidus à l'intérieur. Tout à fait. Bon, en tous les cas, l'intérêt de se discuter, de mettre en relation ces acteurs-là et pour discuter et voir éventuellement si de fil en aiguille, il n'y a pas des coopérations à trouver. Donc, le but de l'étude, je pense qui sera rempli au travers de cette mise en relation entre les acteurs, c'est une bonne chose. Il est l'heure de conclure. Je sais, j'ai pas l'impression qu'il y avait d'autres personnes qui souhaitaient poser des questions. Alors, je défile mon slide avec la dernière diapo. Justement, j'ai essayé de placer sur la boucle vertueuse de l'économie circulaire les différentes interventions qu'on a pu avoir ici entre l'utilisation, l'extraction des matières premières, les nouveaux modèles économiques que sont l'éco-conception, l'écologie industrielle et territoriale, l'économie de la fonctionnalité, et puis tout ce qui est changement de comportement, gestion des déchets. Donc, on a vu quand même qu'il y a beaucoup de projets qui sont complémentaires dans ce qui a été présenté ici, entre Loopit, qui offre une solution innovante pour lutter contre le plastique à usage unique en changeant les comportements des usagers. EcoBang qui réutilise de manière assez insolite des coques de bateau pour faire des tanks pour stocker des liquides phytosanitaires. Interlock qui est dans la réutilisation aussi et l'éco-conception
de matières plastiques. Les recyclades préparent, on a vu, du plastique qui pourra un jour peut-être être utilisé juste derrière par site plastique. Et en fait, Yuyo, qui est finalement pas pu se joindre à nous, qui était aussi sur l'éco-conception, l'intégration de matières premières de recyclage du PET dans le cœur de leur planche de surf. Voilà, j'espère que voilà, on a été relativement complet. Tout ça pour dire qu'il y a quand même un écosystème riche en Occitanie qui doit permettre d'aller plus loin pour développer l'économie circulaire du plastique. Et du coup, je vois qu'il y a une dernière question malgré tout, on va la poser, hein, on est là pour ça. Alors je ne sais pas à qui elle s'adresse. Est-ce que la filière REP des déchets de construction ne pourrait-elle pas être un sourcing possible de polyéthylène? Alors, bonne question sur polyéthylène. Certainement, effectivement, qu'il y a dans les déchets de chantier des gisements de polyéthylène à récupérer. On a évoqué aussi la déconstruction, démantèlement des menuiseries où là, on aura essentiellement du PVC, je pense. Mais oui, autant la filière REP de déchets de déconstruction que les autres REP qui sont en train de se mettre en place autour des articles de sport, des articles de jardinage, bricolage et quoi d'autre aussi, des jouets. Je pense effectivement il y aura des flux plastiques complémentaires qui pourront être mobilisés et traités de manière tracée et facilitée. Madame Joly, si vous souhaitez prendre la parole, on vous la donne. Parce que c'est plus une remarque, je Oui, crois. alors vous m'entendez? Désolée, je On vous suis pas entend, très oui. bien outillée. Vous m'entendez? On vous entend. Super. Non, rapidement, je disais parce qu'on avait souhaité à un moment donné intervenir et puis on n'a pas pu finalement. Juste nous présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas, avec ma collègue Céline Lapère, on travaille depuis 2018 à la valorisation des plastiques récupérés en Occitanie par les associations, les institutions et les entreprises dans la nature pour en faire des montures de lunettes de soleil. Donc, on a beaucoup travaillé sur la recherche et développement avec l'IMT d'Alès, en partie avec aussi beaucoup d'autres experts sur le sujet du recyclage, de la toxicologie, etc. Et aujourd'hui, on est enfin en pré-commercialisation de nos lunettes sur Ulule après 4 ans de recherche et développement. Donc voilà, on connaît grand nombre d'acteurs qui ont intervenu parce qu'on est très en lien avec ce qui se fait sur le territoire. Mais c'est toujours bien de réentendre ce que chacun fait dans le détail. Voilà. Eh bien, merci à vous. Ça fait effectivement un acteur de plus qui agit dans le domaine du recyclage des plastiques en Occitanie. C'est loin, très loin d'être exhaustif. Ça fourmille effectivement ces acteurs-là. Et ben, on souhaite plein de succès à tous les projets qui ont été présentés cet après-midi et à tous les autres qui vont venir. On peut l'espérer. Merci à tous. Bonne fin de forum. Les supports, enfin le support et le replay de la vidéo seront disponibles très prochainement sur la plateforme Cyclope, que je pense vous connaissez pour la plupart, hein, c'est la plateforme collaborative d'échange sur l'économie circulaire en région. Si vous n'êtes pas encore abonné à Cyclope ou membre de Cyclope, venez, je vous encourage à y aller. Et donc, tous les supports de tous les webinaires et les replays seront donc disponibles sur Cyclope très prochainement. Voilà, là. Merci à Prisca de nous envoyer son lien justement vers la plateforme. Très bonne fin de journée, à très bientôt. Au revoir.